Bon, maintenant, nous allons partir à Mayotte, retrouver notre invité Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, qui est toujours sur l'archipel et qui est notre invité ce soir. Bonsoir Manuel Valls, merci d'avoir accepté notre invitation. On a retenu l'objectif très ambitieux fixé par François Bayrou, le chef du gouvernement, 2 ans pour reconstruire Mayotte. C'est ambitieux, mais n'est-ce pas totalement utopique ? Non, je crois que c'est possible. Il faut mettre les bouchées doubles. Vous savez, ici, c'est vrai que un certain nombre de dossiers mériteront plus de temps. Je pense par exemple à la forêt de Mayotte. J'y étais grande partie de la journée, qui a été totalement détruite. Donc, par principe, ça mettra plus de temps. Mais tout ce qui concerne la reconstruction des services publics, des brigades de gendarmerie, les commissariats, les écoles qui ont été détruites, la remise en état des routes et surtout l'habitat des Mahorais, je pense à tous ces toits qui ont été enlevés par le cyclone. Là, oui, je pense que les choses doivent se faire le plus rapidement possible. Il faut afficher une volonté. Vous savez, ici, il y a la résilience. Les Mahorais qui ont vécu beaucoup d'épreuves sont en train, au fond, de reprendre leurs activités. La vie reprend malgré toutes les difficultés. Il y en a évidemment encore beaucoup. Donc, la nation, l'État, les entreprises, la solidarité nationale doivent s'exercer ici dans ce bout de France extraordinaire. Vous savez, je suis au régiment du service militaire adapté de Mayotte avec près de 800 jeunes Mahorais qui s'engagent pour la France, qui se forment ici. Donc on leur doit beaucoup. C'est un de ces territoires ultramarins, le territoire ultramarin qui a toujours voulu être français. Donc cette solidarité, elle doit s'exercer. Donc il faut avancer. Je disais utopique parce qu'on a un exemple à Saint-Martin, il y a 7 ans, la tempête, l'ouragan Irma qui balayait l'île, et puis finalement, 7 ans après, il y a encore des stigmates. On voit que ça prend du temps. Mais il y aura forcément des stigmates. Vous savez, il y a y compris des cultures. J'étais avec des agriculteurs, la banane, le manioc, ça nécessite du temps. Mais l'essentiel, la reconstruction, la volonté politique d'en finir avec les bidonvilles, avec l'insécurité, refonder au fond ce département, cette région française, là je pense qu'on peut avancer. Puis de toute façon, sans ambition politique, sans afficher des objectifs comme le président de la République l'avait fait pour Notre-Dame. On avait pris souvent cet objectif. C'est évidemment très différent, c'est une autre matière, bien évidemment, mais c'est ça l'objectif. Et vraiment, les Mahorais sont en demande de ce soutien de l'État qui est formidablement mobilisé au-delà de tout ce qu'on dit. On le voit avec le préfet, avec les policiers, les gendarmes, les militaires, tous les services publics. Mais on doit réussir. Vous savez, il y a le temps long, vous l'évoquez, mais une de nos grandes préoccupations, c'est de réussir la rentrée scolaire à la mi-janvier, alors que beaucoup d'écoles, de collèges et de lycées ont été détruits. Mais certains habitants n'ont toujours pas accès à l'eau. Il y a des besoins vitaux qui ne sont pas encore fournis 16 jours après le passage du cyclone. Comment l'expliquer ? Mais vous savez, vous le savez bien, moi je vous invite à aller à Valence, où il y a quelques années à observer ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans. C'est très long. Jamais un territoire français n'a été frappé, et évidemment Mayotte, par une telle violence. Je suis allé visiter aujourd'hui toutes les communes. J'ai fait tout le tour de ce territoire. C'est vrai que notamment dans le nord de Mayotte, il y a des communes qui sont encore à 13, 20, 30% d'électricité. L'eau est en train d'être distribuée, mais évidemment c'est pas suffisant. Il fait chaud, mais on est en train d'y arriver avec la bonne volonté des maires. Dans le sud, les choses vont bien mieux parce que le cyclone a fait moins de dégâts. Il y a encore du travail, on parle avec les habitants, il y a forcément de la colère, de la peur, de l'inquiétude. Il y a beaucoup de passion, évidemment, dans ce territoire, mais on est en train d'y arriver grâce à la bonne volonté de tous. C'est dur, c'est difficile, mais je pense que sur les besoins vitaux, nous ne sommes pas loin d'atteindre l'essentiel, même s'il y a encore des efforts à faire, et nous sommes en train de les accomplir. Mais le Premier ministre François Bayrou a dit qu'il ne fallait pas laisser les bidonvilles se reconstruire. Alors le problème, ça a été constaté sur place, certains le sont déjà reconstruits. Comment vous allez faire? Et puis finalement, quelles propositions de logement vous offrez à ceux qui sont dans ces bidonvilles? Vous savez, d'abord, ça peut paraître absurde, hein, mais il faut faire un recensement avec l'INSEE, avec les maires. On parle d'une population de 300 000, 350 000 personnes. Nous savons qu'il y en a beaucoup plus. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxièmement, il faut que les maisons des Mahorais
Et ça, c'est la priorité. Il y a tout un plan qui a été annoncé parce que c'est tout simple. Il faut des toits, des bâches, parce que nous sommes dans la saison des pluies ici, et puis construire des toits. Donc là, il y a toute une opération qui est faite pour amener les constructions nécessaires pour ces toits, pour les Mahorais, pour nos compatriotes. Et puis oui, après, il faudra évacuer progressivement ces bidonvilles. Il y aura un établissement public qui doit servir à revoir tout le foncier, les règles d'urbanisme. Et puis c'est sans doute l'une des opérations les plus difficiles. Il faut des reconduites à la frontière. C'est compliqué ici, hein. C'est tout le problème de la relation avec les Comores. Mais nous n'avons pas d'autre choix, parce que si on continue à laisser faire et à faire en sorte que cette immigration clandestine arrive ici, on déstabilise un territoire qui a déjà beaucoup de difficultés. C'est facile? Non, bien évidemment. Il faudra beaucoup de moyens engagés, des forces de l'ordre, beaucoup de persuasion, mais on ne peut pas vivre avec cet habitat. Vous avez raison, une grande partie de ces bidonvilles, je l'ai vu encore de mes yeux il y a un instant, une grande partie de ces bidonvilles s'est reconstruite mal, dans des conditions épouvantables. Il manque de l'électricité, il y a de la violence, il y a des gamins laissés à eux-mêmes, mais si on n'affiche pas cette volonté, si on n'y arrive pas, ce territoire explosera et on ne peut pas se le permettre. Oui, mais que répondez-vous à ceux qui disent que c'est indécent de vouloir reconduire à la frontière des gens qui ont tout perdu, qui sont sinistrés, qui ont perdu peut-être des proches, de la famille? C'est pas le moment, en fait, en quelque sorte, de parler de cette question migratoire. Oui, mais ce sont... Eh bien, moi, je les invite à écouter les Mahorais. Bien sûr, personne n'a été oublié dans la distribution de l'eau et des aides alimentaires. Un être humain est un être humain. Personne ne peut être oublié. Et il y a une aide inconditionnelle. Et puis, il faut les protéger, parce que vivre dans ces bidonvilles, je pense aux familles, aux enfants, donc c'est tout à fait indécent. Donc, il y a des tentes qui vont être prises. Ça ne va pas être simple. Je vous dirai jamais que ça va être simple. Mais ce sont les Mahorais eux-mêmes qui vivent déjà dans des conditions difficiles, qui ont souffert la crise de l'eau, le Covid, un début de choléra, le cyclone, et qui ne peuvent plus vivre dans ces conditions. Vous savez, il y a de la colère qui monte, il y a des mots qu'on aimerait ne pas entendre qui sont prononcés. Donc nous n'aurons pas d'autre choix que de procéder avec méthode, dans le respect de la loi, mais avec beaucoup de volonté. En changeant peut-être la loi, on devra incontestablement là faire ce que doit faire un État, le respect des règles de droit. On ne peut pas vivre dans l'illégalité. Oui. Mais ce qui est terrible, c'est que les problèmes de Mayotte sont soulevés depuis des années, pour ne pas dire des décennies. Il faut une catastrophe sans précédent pour se dire on va peut-être enfin les régler, notamment la question des bidonvilles, la question migratoire, la question du développement économique. J'étais pas revenu depuis des années. C'est vrai que les problèmes n'ont cessé de croître. Il y a eu sans doute un basculement avec le Covid, avec la crise de l'eau, avec cette épidémie de choléra. Donc il y a différents éléments. Et puis ça n'arrête pas de devenir, parce qu'il y a évidemment, c'est la France ici, donc il y a forcément une forme d'attraction. Beaucoup a été fait. Vous savez, moi, je vais dans un instant aux urgences de l'hôpital. Je l'ai fait aujourd'hui avec il y a un instant avec tous ceux qui sont engagés dans le service militaire adopté. Je vais le faire aux urgences, tout simplement pour les encourager et pour leur souhaiter, dans la mesure du possible, une belle année 2025 avant le couvre-feu qui commence à Mayotte à 22h. Mais les choses se sont empirées. Et c'est vrai, et vous avez parfaitement raison, il faut agir avec beaucoup d'humilité. Le cyclone, c'est une forme de révélateur. Et ma conviction, c'est mon boulot, c'est ma mission comme ministre d'État chargé des Outre-mer, c'est, avec bien d'autres, bien sûr, c'est d'aider à relever, à refonder, à redonner un espoir à Mayotte. Si on ne le fait pas, alors à ce moment-là, ce territoire connaîtra des problèmes majeurs et ça sera encore plus difficile d'y agir. Question de Thierry Arnaud. Oui, vous évoquiez l'hôpital à l'instant, Manuel Valls. Dans quel état est-il aujourd'hui? Est-il à nouveau pleinement opérationnel? Il y a un hôpital de campagne qui a été installé par ailleurs. Jusqu'à quand va-t-il pouvoir rester sur place? Et parallèlement, beaucoup d'inquiétudes se sont exprimées sur le risque sanitaire, sur les craintes d'une épidémie. Comment est-ce que vous évaluez ce risque aujourd'hui? Je parle avec prudence et c'est pour ça que le retour de l'eau était très, très important, avec la distribution aussi des pastilles de chlore. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas de risque épidémique. On avait parlé beaucoup avec... Je reste évidemment prudent, mais je ne vois pas un clignotant rouge s'allumer sur ce point-là. L'hôpital fonctionne, évidemment pas avec toutes les capacités, mais avec des médecins, un personnel hospitalier tout à fait remarquable. Donc il faut l'aider à sa construction. Je l'avais inauguré, j'avais posé la première pierre, comme quoi l'État fait des choses, en 2015, ici même, vous vous rendez compte. Et puis il y a un hôpital de campagne qui a
plusieurs semaines d'engagement qui soulagent ainsi l'hôpital qui existe. Nous avons vu hier avec le Premier ministre, avec le ministre de la Santé notamment, là aussi, dans une certaine chaleur, hein, malgré des salles climatisées, des médecins intervenir, des volontaires. Beaucoup d'amputations ont été réalisées, il faut le dire, à cause du choc provoqué, enfin des coupures provoquées par les tôles qui ont volé à cause du cyclone. Donc c'est tout ce l'engagement de la sécurité civile, des sapeurs-pompiers, de tous nos militaires contribue à cela. Mais il y a par exemple des dispensaires qui doivent ouvrir dans les villages. On est aussi dans une forme de course contre la montre sur ces sujets. Alors, question aussi de notre consoeur de Marianne, du journal Marianne, Aurore Malval, qui est sur le plateau. Oui, bonjour Monsieur Valls. Justement, vous évoquiez 2015, c'était l'année du lancement du plan Mayotte 2025, justement à l'époque par François Hollande. Et ce plan prévoyait notamment, parce que vous en avez parlé, le manque en termes d'éducation et de bâtiments était criant à Mayotte. Il prévoyait justement la livraison à minima de 100 classes par an pendant 10 ans. Et sur la période 2014 à 2008, il y en avait 380 programmés et seulement 67 avaient pu être réalisés. Comment on voit que tous ces plans n'ont pas fonctionné à l'époque et qu'est-ce qui peut changer pour que cette fois ce plan marche? Pour vous, qu'est-ce qui peut faire la différence? Qu'est-ce qu'il faut en fait pour que enfin un plan soit réaliste et soit surtout exécuté? Alors il y a heureusement beaucoup de collèges et beaucoup de lycées, et je le dis d'autant plus que beaucoup ont été endommagés par le cyclone. Et d'ailleurs, il y a aussi des classes qui ont été pillées parce que des gens allaient chercher du matériel pour reconstruire ces bidonvilles. Donc là, les forces de sécurité, évidemment, sont mobilisées sur ce sujet. Il y a des écoles détruites. Ça veut dire qu'il faut changer de méthode. Vous avez parfaitement raison. Si on veut atteindre nos objectifs, ça veut dire, et ça sera le rôle, je l'espère, de cet établissement public que nous allons préfigurer dans la loi d'urgence pour Mayotte, il faut qu'on change de méthode sur les règles de construction, sur les procédures. Là, il va y avoir beaucoup d'écoles qui ne pourront pas ouvrir à la rentrée, même si Elisabeth Borne a annoncé une très grande mobilisation. Mais il faut qu'on y arrive, parce que sinon, on va avoir des gamins dans la rue. L'éducation, évidemment, est essentielle. Des classes surchargées. Donc, la méthode de reconstruction pour aller vite, ces méthodes, ces procédures d'urbanisme et de reconstruction doivent totalement changer. Alors, vous avez cité votre collègue Elisabeth Borne en charge de l'éducation nationale qui est repartie avec François Bayrou. Vous êtes resté sur place à Mayotte. Plusieurs syndicats d'enseignants ont critiqué l'attitude d'Elisabeth Borne. Ils reprochent à la ministre d'avoir manqué d'écoute et même plus d'avoir été assez méprisante face à une colère des enseignants qui se manifestaient directement. Elle a été interpellée notamment par 2 profs, dont un prof de sport. Et on a reproché un manque d'écoute, un manque d'empathie de la part de votre collègue du gouvernement. Est-ce que vous l'avez constaté également? Non, je ne l'ai pas constaté. Nous avons tous les deux d'ailleurs parlé avec un prof de gym. Il y a de la fatigue chez les enseignants. Et c'est normal, il y a de l'inquiétude quand ils voient leur établissement détruit par le cyclone ou pillé par des voyous. Et dans quelles conditions cette rentrée peut se passer. Mais le Premier ministre a annoncé les propositions que lui formulait Elisabeth Borne, c'est-à-dire de faire en sorte que tout le territoire de Mayotte passe en REP++. Vous savez, les conditions qui permettent également d'aider les enseignants en termes de rémunération et de primes. C'est tout le contraire du mépris. C'est la volonté de les considérer. Vous savez, face à la colère finalement des Mahorais qui attendent beaucoup. Ah, mais oui, mais moi... Non, malmené, jamais, parce que ici les gens sont très respectueux. Mais attendez, heureusement qu'il y a de la colère. Le pire serait la passivité. Ce qui a changé peut-être en 15 jours, c'est que la vie reprend. C'est que des activités économiques, sociales, les magasins sont ouverts. On verra, je l'espère, à la mi-janvier avec la rentrée scolaire. Mais moi, je suis allé au contact toute la journée avec les maires, avec la population. Demain, je rencontrerai encore le secteur de la pêche, des collectifs aussi qui m'ont demandé audience. Il faut discuter. C'est le rôle aussi du ministre des Outre-mer. Vous restez combien de temps sur place ? De ses compatriotes qui sont éprouvés.
Moi, je repars demain dans l'après-midi, mais pour encore toute une journée à la Réunion, qui vous savez, est le hub et le point de soutien également à Mayotte, et pour rencontrer les élus réunionnais, cette mission. Et j'ai annoncé que je reviendrai dans quelques semaines pour refaire ici un point, parce que je souhaite que régulièrement on fasse le point. C'est ce que m'ont demandé le président de la République et le Premier ministre, pour voir comment les choses avancent, et notamment parce que on va présenter cette loi d'urgence pour accélérer les procédures. J'espère qu'elle sera adoptée le plus vite possible par le Parlement, et ensuite on préparera une autre loi là de reconstruction, de programmation, d'investissement. Et là, je parle plus du moyen et du long terme. Et bon, voilà. Et je suis là ces dernières heures pour à leur manière, c'est difficile, notamment avec le couvre-feu, mais avec tous ceux qui œuvrent au nom de l'État pour passer ces dernières heures de l'année 2024 et pour dire mon attachement et notre attachement à tous Français à ce territoire, et pour leur permettre de vivre une autre année 2025 bien meilleure, que l'espoir renaisse ici à Mayotte. Pour terminer, j'ai une question plus personnelle à vous poser. Votre retour aux affaires s'accompagne d'une campagne de dénigrement, pour ne pas dire de haine, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous atteint ? Et vous savez qui est derrière cette campagne ? Non, ça ne m'atteint pas, parce que moi, je veux pas me laisser dévier de ma mission. Les défis, je pense aux Antilles, aux problèmes en Guyane, évidemment à la Nouvelle-Calédonie. Les défis, ici à Mayotte comme ailleurs, sont tellement importants, passionnants, mais difficiles, que moi je peux pas me dévier de cette mission. C'est une chance de reprendre des responsabilités, mais c'est une mission très particulière. En ayant placé les Outre-mer à ce niveau-là, le Premier ministre, avec l'accord du Président de la République, m'a donné une mission que je dois à tout prix réussir, en tout cas démontrer l'engagement qui est le nôtre et donc le mien. Donc je peux pas me laisser dévier par je ne sais quelle campagne et des insultes. Ceux qui les profèrent ont au fond, exercent une forme de mépris à l'égard de ceux qui aujourd'hui souffrent. Donc moi, mon rôle, il est clair, c'est 100% pour mes compatriotes ultramarins. Ils sont près de 3 millions, près d'1 million dans l'Hexagone, donc je ne peux pas me laisser dévier par n'importe quelle polémique. Je suis au service de la France et c'est la plus belle des missions possibles. Merci Manuel Valls d'avoir répondu à nos questions, ministre d'État, ministre des Outre-mer.